Bonsoir, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour le point de l'actualité de ce jour. Veuillez nous excuser pour ce retard. Voici les titres de cette édition. À Boaké, une opération de fouille à la prison fait 5 morts et 29 blessés. Les détails dans quelques instants. La liste électorale définitive a été publiée par la commission électorale indépendante. Que retenir de cette liste électorale définitive en termes de grands absents? Quelles sont les causes éventuelles de ces différentes radiations? Toutes ces questions seront développées dans ce journal. Et puis, comme tous les mercredis, nous parlerons économie en fin de journal avec Guillaume Liby. Aujourd'hui, il sera question d'importation. Et voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le journal de 7 Info. Le fait marquant en Côte d'Ivoire, c'est cette actualité. 5 détenus ont été tués le mardi 3 juin 2025 à la prison de Boaké. C'était lors d'une opération de fouille qui a dégénéré. 23 détenus et 6 agents pénitentiaires ont été également blessés. Le film des événements est retracé par Irena Été. L'opération s'inscrivait dans le cadre des procédures de sécurité pénitentiaire habituelles. Elle visait à extraire de la détention tous les objets interdits susceptibles de s'y trouver. Après les premières fouilles qui se sont déroulées sans difficulté, la situation a dégénéré à l'arrivée des agents dans le bâtiment E, où ceux-ci ont été violemment pris à partie par les détenus. Face à l'agressivité de certains prisonniers armés de gourdins, de machettes et d'objets contondants, les agents débordés ont dû faire usage de sommations pour permettre leur repli. L'intervention des forces de la gendarmerie et de la police nationale a permis de contenir la situation et de rétablir l'ordre dans l'enceinte carcérale. Le bilan humain est lourd, 5 détenus décédés, 29 blessés dont 6 agents pénitentiaires, 23 détenus au total ont été blessés. Tous les blessés ont été pris en charge et un médecin légiste a été requis pour procéder aux constatations d'usage. Malgré cet incident tragique, la fouille a pu se poursuivre sans autre accroc et a abouti à la découverte d'un important stock d'objets interdits. Les autorités ont saisi plusieurs blocs de cannabis, des plaquettes de tramadol, 18 téléphones portables, 8 smartphones, 3 grenades et des armes blanches. Le parquet rappelle que ce type d'opération, déjà menée par le passé, avait permis de saisir des quantités significatives de drogue et d'armes au sein de la prison. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances de cet accident. Je vous le disais en titre, après la publication de la liste électorale définitive, des questions se posent, notamment que retenir de cette liste électorale indépendante? Pierre, que retenir de cette liste électorale définitive? Serge Kofi, on vous écoute. Bonsoir Karigia. Bonsoir. Oui, conformément à ce qu'il a annoncé lundi dernier lors d'une conférence de presse, la liste électorale définitive a été rendue publique ce mercredi, par la commission électorale indépendante. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 4 poids lourds de l'opposition ivoirienne dont le nom ne figure pas sur cette liste-là. Lesquels? L'ancien chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, le président du PDCI, Tidjane Thiam, le président du COGEP, Charles Blé Goudé, et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Mais ce qu'il faut, et en plus de ces 4-là, il faut aussi ajouter le vice-président du PDCI, Noël Akossi Benjo aussi, qui ne figure pas sur cette liste-là. Alors, dites-nous exactement où en sommes-nous avec les causes de ces différentes radiations? Il faut dire que les motifs de la radiation de ces leaders-là ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que pour les 3 premiers que j'ai cités, c'est-à-dire l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, il faut dire qu'ils ne sont pas sur la liste électorale parce qu'ils font l'objet d'une condamnation judiciaire. Le président de la commission électorale indépendante explique qu'ils sont privés de leurs droits civils et politiques, ce qui ne leur permet pas d'être défigurés sur cette liste électorale. Ce qui est différent du cas du président du PDC, Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, on va dire, on va dire c'est par défaut de qualité qu'il ne figure pas sur la liste. Parce que la justice ivoirienne explique qu'au moment où il s'inscrivait sur cette liste électorale, il n'avait pas la qualité d'ivoirien. Il avait perdu la nationalité ivoirienne au moment où il s'inscrivait sur cette liste électorale. Parce qu'il avait la nationalité française. La nationalité française. Il a renoncé à cette nationalité française seulement qu'en mars dernier. Donc c'est ce qui explique un peu le fait qu'ils soient pas, ces leaders-là ne soient pas sur cette liste-là. Alors quelles sont les premières réactions justement? Pour le moment, il n'y a pas encore d'avalanche de réactions. C'est seulement que le président du PDCI, Tidjane Thiam, a saisi, on l'a su par un communiqué qui a été rendu public ce matin, il a saisi le comité des droits de l'homme des Nations Unies pour protester contre sa radiation de la liste électorale.
Alors, mais quand j'ai lu ce communiqué avec beaucoup d'intérêt et ce que je retiens, c'est qu'il explique, le PDCI explique dans le communiqué que son président a saisi l'ONU parce qu'il y a une absence de recours au niveau du droit interne ivoirien. C'est ce que je retiens dans le communiqué du PDCI. Et la seconde réaction il y a eu, c'est les sénateurs du PDCI. Aujourd'hui, au Sénat, il y avait une séance plénière et les sénateurs du PDCI se sont retirés pour protester un peu contre la radiation de leur président de la liste électorale. Justement, Serge. Et il y a aussi, non, je n'ai pas fini, il y a Charles Goudet qui annonce une conférence de presse pour demain jeudi. Seulement, les réactions qui sont encore attendues sont celles du président Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. Le président Laurent Gbagbo anime un meeting ce samedi à Port-Bouilly, certainement qu'il aura l'occasion de se prononcer officiellement sur sa radiation. Justement, Serge, interrogé sur ces différentes radiations, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, s'est voulu rassurant tout en appelant au respect des procédures légales. On l'écoute à présent. Le président de la République a bâti un état de droit. Et cela a commencé par la mise en place des différentes institutions de la République. Aujourd'hui, toutes les institutions sont installées et elles fonctionnent bien. Et ce qu'il est convenu, c'est que toutes les questions qui relèvent du fonctionnement d'une institution lui soient adressées. La question que vous venez de poser, en ce qui concerne donc la publication de la liste électorale, relève de la CEI. Autre point, la saisine des Nations Unies par le président du PDCI, Tidiane Thiam, actuellement hors du pays. On écoute le porte-parole du gouvernement sur la question. Il est normal qu'un citoyen puisse saisir toutes les juridictions qu'il pense pouvoir saisir. Nous apprécierons une fois que les conclusions auront été rendues. Ce n'est pas la première fois que des institutions internationales sont saisies. La Côte d'Ivoire est un État souverain. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est signataire de beaucoup de conventions et sait respecter ces conventions tant qu'elles n'empiètent pas sur notre souveraineté. En attendant donc l'ouverture officielle du dépôt des candidatures fixée au 26 juillet 2025, le débat est lancé et les regards sont désormais tournés vers les prochaines étapes du processus électoral. C'est la saison des pluies et les autorités annoncent une vigilance jaune du 4 au 6 juin prochain. Cette période rime également avec la vente de divers articles, parapluies, imperméables, mais aussi des bottes. Le business de la pluie, c'est un sujet proposé par Déandine Yenikaï. Quand la pluie n'est pas un obstacle mais un moteur d'activité, elle fait éclore des commerces temporaires qui génèrent des revenus essentiels. Loin de tout paralyser, elle offre des opportunités. Quand il pleut, ça nous arrange. En tout cas, nous, ça nous arrange. Mais sans la pluie, on ne peut pas vendre l'imperméable. Il ne veut pas dire comment on gagne, mais c'est que si ça va. On ne se plaint pas. Comme elle, de nombreux commerçants profitent de cette saison pour développer des activités adaptées, comme Conan, vendeur de bottes. En tout cas, à cause de la saison des pluies, nous avons décidé de vendre les chaussures en gomme. À cause de la boue, même quand on a choisi, c'est de chaussures même. Voilà, pour faciliter un peu les gens. Certains articles se vendent bien, souvent achetés dans l'urgence pour faire face aux réalités de la saison comme les boues, les flaques, l'humidité. Bottes, parapluies, sachets plastiques sont des petits objets devenus indispensables. De passage, comme actuellement nous sommes dans la saison des pluies, je vais acheter quelques bottes. Adamé est beaucoup inondé. Donc, cela, ça nous aide un peu. Bon, à marcher dans la boue. Souvent redoutée pour ces inondations, la saison des pluies est aussi un moment où les activités se réinventent. C'est une saison qui pousse à l'adaptation, à la créativité et à la débrouillardise. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir d'être là. Aujourd'hui, nous abordons la question de l'importation, notamment avec la problématique liée à l'approvisionnement en bétail pour la Tabaski 2025 en Côte d'Ivoire. Okay. Déjà, que faut-il comprendre exactement par importation? Alors, importation, c'est une opération de commerce international qui consiste pour les agents économiques d'un pays A, par exemple, à acheter des biens et services dans un pays B.
Donc c'est une opération transfrontalière. Voilà. Et l'importation est générée par l'impossibilité de trouver des biens et services en quantité, en qualité et en prix désirés par les agents économiques dans le pays. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas trouver les biens dont ils ont besoin, comme je disais, dans les qualités, dans la quantité qu'il faut, ils vont l'acheter ailleurs, dans un autre pays. C'est cela qu'on appelle donc l'importation. Comment se fait justement l'importation du bétail, particulièrement celle du mouton en Côte d'Ivoire? Alors, comme je viens de vous l'indiquer, l'importation naît du gap qu'il y a entre la production et la consommation. Or, selon les dernières informations données par le ministre des Ressources animales et halieutiques, voilà, il semble que la consommation ivoirienne serait de 300 000 et 350 000 têtes de bétail par an. Et la Côte d'Ivoire ne produit que 70% donc de cette demande-là. Donc évidemment, il y a un gap, on y revient. Et donc, c'est ce gap-là qui va être donc comblé par les importations en provenance des pays du Sahel, particulièrement. Donc voilà comment la raison pour laquelle il y a donc importation des bétails en Côte d'Ivoire, particulièrement au moment de la Tabaski, où le pic de consommation monte jusqu'à 120 000 têtes. Alors donc, normalement, ce commerce-là se faisait de manière assez fluide depuis le Niger, qui est le principal pays fournisseur, le Burkina Faso, et puis par le nord de la Côte d'Ivoire, Ouangolodougou, et on descend jusqu'à Abidjan. Voilà. Mais il se trouve que depuis un bon moment, quand même, ces pays-là traversent une période de turbulence, avec l'insécurité. Donc, ce qui fait que le circuit que je viens de décrire a été légèrement modifié. Et vous voyez bien que maintenant, les commerçants vont descendre par le Ghana et par le sud de la Côte d'Ivoire pour approvisionner donc la Côte d'Ivoire. Donc voilà aujourd'hui donc la configuration de ce commerce. Donc quand le bétail arrive à Abidjan par exemple, à l'origine il était parqué donc à l'abattoir de Port-Boué. Mais évidemment, avec les embouteillages que cela crée, il a fallu donc diversifier. C'est ainsi que plusieurs sites ont été créés, donc à part le site de Port-Boué. Nous avons donc les sites à Djamé, à Bobo, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez un peu comment se fait donc les importations et le commerce donc, du bétail en Côte d'Ivoire. Le trajet des bêtes a une influence a des influences sur le prix lors de ces différentes transactions. Oui, disons que les prix, bon, alors globalement un mouton de 20 kilos, il se négocie entre 70 maximum 100 000 francs CFA. Donc ça, c'est en situation normale. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer justement la hausse des prix constatée cette année? Parce que l'année dernière, pour acheter une bête on pouvait acheter une bête à 150 000 francs par exemple, mais cette année, tu n'as pas 250 000 francs. C'est pas possible d'avoir une tête. Oui, effectivement. Alors, on peut trouver deux raisons. D'accord. Voyez-vous. La première? Alors, voyez-vous, on peut trouver deux raisons. La première, je dirais, c'est une raison structurelle. Voilà. C'est l'effet naturel de l'offre et de la demande. Vous avez un événement qui est la Tabaski, qui va donc faire monter la demande en bétail. Bien évidemment, malgré toutes les structures qu'on va mettre en place, la demande, étant donné que la demande est forte, l'offre peut rester insuffisante. Donc, cela va créer donc ce gap-là entre la demande et l'offre et ça peut justifier donc les prix. Donc, cette augmentation des prix, je dirais, elle est un peu structurelle. Et on peut, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez dit, ça se constate chaque année parce que c'est vraiment structurel. Ensuite, il y a la deuxième raison qui est, je le mentionnais tantôt, la question de l'insécurité dans le nord, dans les pays au nord de la Côte d'Ivoire, particulièrement dans les zones de production, du bétail. Notamment dans les pays Peul, au Burkina, au Mali et au Niger. Donc, voyez-vous, donc cette perturbation va créer plusieurs sous-effets. Premièrement, vous avez le changement de l'itinéraire. Voilà. Donc, on essaie de sécuriser plus ou moins les bêtes en passant par le Ghana. Donc, or, le circuit est plus long. Vous comprenez? Donc, ça va avoir une incidence sur le prix.
Ensuite, vous avez... maintenant, ce circuit-là, on va créer un dysfonctionnement. Parce que les populations du nord de la Côte d'Ivoire, qui recevaient en premier donc, le bétail, aujourd'hui, va certainement recevoir le bétail en dernière position, puisque le bétail passe par Abidjan. Et donc, la remontée du bétail donc, sur le nord, cela aussi va à un coût additionnel. Et donc, cela va également influer donc, sur le prix. Et puis, vous avez... le dernier élément, c'est un élément officiel, le décret officiel d'interdiction d'exportation donc signé par les autorités du Niger. Et c'est là pour la deuxième année consécutive. Donc, vous voyez bien que tous ces dysfonctionnements font que l'offre devient insuffisante. Et donc, il y a cette pression de la demande. Et donc, évidemment, vous allez avoir donc, une montée des prix. L'offre est insuffisante au moment où la demande est extraordinairement. Absolument. Alors, Absolument. Quelles peuvent être les solutions pour réguler justement les prix pour les consommateurs, pour la bonne célébration de cette fête de Tabaski? Oui, nous souhaitons en tout cas aux consommateurs de bien fêter. Mais bon. Pour bien fêter comment? Voilà, oui, effectivement, il faut trouver des solutions. C'est cela. Bon, alors, je pense qu'il y a deux acteurs en réalité qui sont très importants donc, dans cette opération de réduction des prix. Il y a le consommateur lui-même. Effectivement. Alors, le consommateur peut anticiper. En quoi faisant? Mais en achetant son mouton peut-être un mois, quelques semaines. Vous l'aurez compris, pour acheter, pour pouvoir avoir une bête à la célébration de la Tabaski, il faut acheter rapidement. Voilà, il faut acheter bétail. plus tôt. Parce que lorsque vous achetez dans le dernier période, vous tombez dans l'entonnoir d'événements. Et donc l'entonnoir, c'est restreint. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la pression, donc la demande sur l'offre, donc va générer donc la hausse des prix. Donc il faut éventuellement acheter plus tôt. Ça, c'est l'élément que peut maîtriser le consommateur. Ce message, il est bien passé. Merci. Acheter tôt son mouton à l'approche de la Tabaski. Voilà. Et le deuxième élément, évidemment, c'est le rôle de l'État. Je pense qu'il y a beaucoup de, effectivement, avec le dysfonctionnement du circuit de distribution, il y a beaucoup de goulots d'étranglement qui vont effectivement avoir lieu. Et donc, il reviendra donc au gouvernement d'organiser tout cela. Je crois que le ministre en a parlé la dernière fois. Bon, j'espère que ça le fait. Ensuite, il y a aussi les taxes municipales qui sont créées à l'occasion de la vente de moutons. Parce qu'effectivement, les moutons sont vendus sur des parcs aménagés, sur des espaces aménagés pour l'occasion. Et donc, cela crée des taxes nouvelles pour cette occasion. Donc, il faudra gérer cela pour que les prix également puissent baisser. Ensuite, il y a évidemment, on a dit tout à l'heure, il y a le transport, mais il y a aussi de manière structurelle ce qu'on peut voir, parce que la réalité est que le problème de l'insécurité au nord de la Côte d'Ivoire, enfin dans le nord, dans le pays limitrophe, situé au nord de la Côte d'Ivoire, n'est pas encore résolu. Donc il faudra diversifier ses fournisseurs. Voilà. Il faudra diversifier ses fournisseurs. Je crois qu'il y a des tentatives qui sont menées dans ce sens-là, mais c'est ce qu'il faut faire en attendant d'avoir une autre solution. Donc il faut diversifier les fournisseurs et puis, évidemment, naturellement, augmenter la production. Voilà, on peut augmenter la production en insérant les jeunes dans le secteur de l'élevage, en leur fournissant des opportunités de financement adaptées, etc. etc. Donc c'est tous ces éléments-là mis ensemble qui peuvent permettre d'augmenter l'offre. Et donc, évidemment, lorsque l'offre sera en harmonie avec la demande, vous aurez donc des prix relativement plus bas. OK. Alors, monsieur Guillaume, je rappelle que vous êtes également auteur. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé particulièrement à écrire cette œuvre ? Économie pour tous. Merci. Alors, économie pour tous, effectivement, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire en ce moment-là. Discuter des questions économiques. Discuter des questions économiques pour les mettre à la disposition de chacun. Parce que, vous savez, tous les actes que nous posons chaque jour, ce que la ménagère pose, ce que le cadre pose, ce que le directeur, le président pose, sont des actes économiques. Donc, il est naturel que nous comprenions le sens
de ces actes-là. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et qui est structuré en 4 parties. Premièrement, nous avons donc les ménages, donc vous et moi. Alors c'est quoi un ménage? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il gagne ses revenus? Comment peut-il gérer ses revenus? Donc à l'intérieur de ce livre-là, j'ai créé des mécanismes de gestion. Il y a également un tableau. Voilà, un tableau. J'ai créé le concept même du compte d'exploitation du ménage. J'ai également créé le concept du compte de bilan du ménage. Donc c'est des choses qu'on ne trouve pas régulièrement. Donc que j'ai créé et j'ai mis à disposition donc, des lecteurs de ce livre-là. Ensuite, les entreprises. Bon, les entreprises, quel est le rôle des entreprises? Quel apport l'entreprise apporte donc à l'économie? L'entreprise, c'est la machine de distribution de revenus dans une économie. Ça, il faut le montrer pour que les gens le sachent. Ensuite, il y a l'État. L'État, donc, qui gouverne tout le monde, la macroéconomie, etc. Donc, quelles sont les politiques publiques? Et dans le livre, vous verrez que, bon, généralement, il y a 2 types de politiques publiques. Il y a la politique budgétaire ou fiscale, donc ce qui en ce qui concerne les dépenses, la collecte des impôts, des taxes, etc., etc. Et comment l'État dépense cet argent? Quels sont les projets? Comment il dépense cet argent? Ensuite, maintenant, la politique monétaire. Donc, comment on crée la monnaie, comment on met la monnaie à disposition des agents économiques. Vous voyez? Donc, et puis ensuite, comment le citoyen peut juger même l'action de l'État. Donc, j'ouvre des mécanismes comme ça qui permettent donc aux citoyens d'être vraiment un homme, disons, informé. Énormément de techniques dans cette... Énormément même aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un concept qui est apparu récemment dans le milieu politique, on parle de IDH. Mais depuis 2019, au moment où j'écrivais ce livre-là, j'avais déjà parlé de ce phénomène, j'avais décrit comment c'était calculé et comment on pouvait le calculer, comme le citoyen lambda pouvait le calculer et quel est l'impact que ça pouvait avoir donc, sur la gestion économique d'un pays. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre-là. Merci Monsieur Guillaume pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes économiste, par ailleurs auteur du livre « Économie pour tous » que vous venez d'expliquer en quelques mots sur notre plateau. Ainsi prend fin ce journal. Merci pour votre attention. Grand merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce journal. Bonsoir.